les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Manoir de la Douairière, film radiophonique de Jean Grimaud d'après un roman de Lorac, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Claude Michel, le docteur Ferrins, Martine Sarcey, Anne Ferrins, Germaine Kerjean, Lady Reading, Jean Bollot, John Sanderson, Jacques Hilling, l'inspecteur MacDonald, Marie-Jeanne Gardien, Hannah, Henri Virlogeux, le docteur Brown. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Robert Borel et Serge Cléril. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Il y avait une fois un jeune médecin, plein de savoir et de talent, qui s'installa quand il eut conquis ses diplômes dans une grande ville où la fortune aurait eu pour lui 1000 sourires, car les gens y étaient toujours malades. Mais la maladie sévissait si bien sur cette cité qu'elle atteignit le médecin lui-même, et que le malheureux dut s'exiler dans un affreux village, perdu au milieu d'une contrée réputée pour l'excellence de son air, la verdeur de ses pâturages et la valeur de ses bêtes à cornes. Et il y avait une fois une pauvre jeune femme, tristement et pour toujours enchaînée dans les liens conjugaux, qui dut renoncer à la ville, à ses pompes et à ses œuvres, pour venir s'enterrer toute vive dans un trou de campagne, alors que, sociable de nature et assez bavarde, oui. Elle n'attachait hélas aucun intérêt à la contemplation perpétuelle des bêtes à cornes. Sais-tu, mon chéri, que nous sommes complètement idiots? Oh, ça, excellent diagnostic, ma chérie. Quand nous sommes idiots, c'est que tout va bien. Et pourquoi tout n'irait-il pas bien? Dis, je peux m'asseoir sur tes genoux? Oui, à condition que tu me laisses moi-même m'asseoir sur ce fauteuil. Voilà. Forcé de quitter la ville, tu as la première chance de trouver un vieux médecin de campagne qui te cède, autant dire pour rien, sa clientèle. Ne se réservant que celle de l'orphelinat, sans doute pour se persuader que les très vieilles méthodes thérapeutiques qui lui sont chères sont absolument inoffensives à l'égard de très jeunes enfants. Bien. Comme le vieux médecin garde sa maison, tu as la seconde chance qu'une très respectable lady t'offre pour un loyer presque dérisoire une charmante vieille demeure dont l'ingéniosité et le goût de ta petite épouse adorée feront, quand nous aurons un peu plus de meubles, un home tout à fait confortable où il sera délicieux de vivre. Et tu l'oublies, ma chère Anne, une demeure historique. Lady Reading nous l'a assez répété. Cette maison qu'on nomme Manoir de la Douairière, commencée en 1590 et achevée en 1650, a été occupée par le baronnet... Au fait, quel baronnet? Eh ben, le baronnet, je ne sais plus, moi. Bon, je m'en fiche. Et moi donc. Enfin, comme je suis dans mes jours de bonté, tu as la troisième chance que je remette à demain le plaisir dont tu me connais friande de t'extirper les points noirs que tu as sur l'aile gauche du nez. Anne, quelle manie, mais ça fait mal, tu sais. Mon cher, il ne fallait pas épouser une sadique. Non, sois sérieuse, Anne. Es-tu certaine de ne pas t'ennuyer ici, dans ce bourg perdu? M'ennuyer? Pourquoi? D'abord, je suis avec toi. Alors le reste? Justement, le reste n'offre guère de distraction. Pourquoi tu les trouves pas amusants, toi, les gens de cette agglomération rurale, comme on dit dans les manuels? Lady Reading qui s'habille encore comme sous la reine Victoria, Dieu sauve la reine, et qui porte perruque. Tu exagères. Je t'assure qu'elle porte perruque. Chiche, j'ai un œil de détective. Et son mari, Sir Reading, qui met des bottes et une culotte de cheval, non pas parce qu'il chevauche la plus noble conquête de l'homme, ce qui d'ailleurs ne serait plus guère de son âge, mais parce qu'il possède un troupeau de vaches de pure race. Et le docteur Brown, son prédécesseur, peut-être un petit peu gâté sur les bords. Un homme bien inoffensif, en tout cas. Et qui ne sait guère parler que de sa collection d'algues marines.
marine. Oh, les fucus, madame. En connaissez-vous les merveilles? Et les laminaires. Et Mrs. E.O., qui tient le bazar épicerie et chez laquelle on découvre dans des bocaux des bonbons à la menthe, eux aussi historiques, car ils doivent avoir vu le jour à l'époque des Plantagenets. Et Simon Baracombe, l'aubergiste, qui pour faire croire qu'il a été en sa jeunesse valet de chambre dans de grandes maisons, ne cesse de se frotter les mains comme un bedeau, en évitant soigneusement de vous regarder en face. Mais tu oublies le plus beau spécimen. Ah oui, Sister Monica. Va pour Sister, puisque c'est l'épithète dont tout le monde l'affuble. En fait, une simple infirmière. Et encore, je ne suis pas certain qu'elle ait tous les diplômes voulus. Elle est pourtant directrice de l'orphelinat. Ici, on ne doit pas y regarder de si près. Non, celle-là, je ne l'ai pas encore vue. Mais pour en entendre parler, alors ça... J'en ai entendu parler. Sister Monica. Les gens n'ont que ce nom-là dans la bouche. Il faut voir comme ils le prononcent. Avec des mines extasiées, joignant les mains, roulant au ciel des yeux pâmés. Oh, Sister Monica, elle est merveilleuse. Oh, Sister Monica, la bonté même descendue sur terre. Oh, Sister Monica, c'est une sainte. Mais une sainte. C'est peut-être vrai après tout. Des saintes, ça doit encore exister. À la campagne. Oh, chère madame, merci. 2 morceaux de sucre seulement, j'ai un peu de diabète. Ah, chère madame, que vous dire d'elle? Elle est merveilleuse. Enfin, le mot n'est pas trop fort, c'est une sainte. C'est ce que tout le monde me répète, Lady Reading. Oh, mais personne ne la connaît comme moi, naturellement. C'est moi qui suis présidente du conseil d'administration de l'orphelinat. Ah. Oui, il a été fondé en 1837 par une aïeule de mon mari, qui descendait du duc de Marlborough par les femmes, et qui avait cependant eu une jeunesse. Enfin, mais pas ça. Je suis donc bien placée pour savoir quel est le dévouement admirable de Sister Monica. Cependant, sa tâche est si lourde. Tout l'orphelinat repose sur elle. Elle est seule pour s'occuper des 20 pauvres petits-enfants sans père ni mère que recueille notre œuvre charitable. Sister Monica n'a vraiment aucune aide? Oh, vous êtes jeune, mais vous savez comme moi, Madame Ferrins, combien il est difficile de trouver du personnel pour prendre soin d'enfants en bas âge. Oh, vos petits gâteaux sont excellents. Et la gourmandise est mon péché mignon. À l'orphelinat, Sister Monica n'avait qu'une nurse, une brave fille, mais à peu près inculte, une cuisinière et 3 petites bonnes. Oui, des gamines qui avaient mal tourné à la ville et que nous prenons chez nous au grand air pour les remettre dans les sentiers de la vertu. Oh, décidément, je reprendrai un peu de cake. Oh, ben, je vous en prie, tenez. Merci. Oui, de ces filles dévoyées, la fermeté intelligente et douce de Sister Monica fait en peu de temps d'excellentes domestiques. Oh, j'en puis parler. Mes servantes viennent toutes de là. Je n'en veux pas d'autres au château. Et si vous-même, un jour... Oh, je vous remercie, Lady Reading. Je m'occupe moi-même de mon ménage. Nous sommes distraits. Oh, mais pourtant, ce manoir de la Douairière est assez vaste et exige pas mal d'entretien, ne serait-ce que les parquets. Oh, nous n'occupons que le rez-de-chaussée. Pour mon mari et moi, c'est suffisant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand vous aurez des enfants, chère madame, il vous faudra occuper également le premier étage. Ah oui, si nous sommes encore ici. N'avez-vous pas l'intention d'y demeurer? Ah, pour l'instant, nous nous y plaisons beaucoup. Ah, tant mieux. Et j'espère bien, Madame Ferrins, que vous ferez un jour partie de notre conseil d'administration. Il est si doux de pouvoir faire un peu de bien autour de soi et de se dépenser pour autrui. Oh, certainement, Lady Reading. Quel exemple ne nous est-il pas donné tous les jours par Sister Monica, cette merveilleuse femme? Oh, est-ce vous qui avez fait ce cake? Eh oui, c'est moi. Vous êtes merveilleuse. Voilà, Madame Ferrins, c'est fait. Votre gouttière ne fuira plus, elle est réparée. Je vous remercie, Monsieur Sanderson. Oh, de rien, de rien. Je viendrai encore la semaine prochaine vous déranger. Ce sera pour faire ramoner les cheminées et vérifier la toiture. Ah, bon. Ce manoir de la Douairière a été longtemps inhabité. S'il y a des choses qui ne vont pas, prévenez-moi. Vous êtes tout à fait aimable. Mais je fais mon métier, madame. Sir Reading m'a chargé du soin de ses propriétés. Je m'efforce que tout soit en état, voilà tout. Vous devez avoir beaucoup de travail. Ah, c'est-à-dire qu'il faut veiller un peu à tout et ouvrir l'œil.
Et ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Quoi, vous avez des ennemis? Des ennemis, c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas beaucoup. Tiens, pourquoi? Mais je vais vous dire, Madame Ferrins. Et je ne suis pas d'ici. J'ai accepté ce poste d'intendant chez Sir Reading parce que, après la guerre, je n'ai pas trouvé autre chose et il faut bien vivre. Ah oui. Mais pour ceux d'ici, je suis un étranger. Vous savez, les gens d'ici, ils sont nés ici et de parents eux-mêmes nés ici. Ils ne sont jamais sortis d'ici. Ils forment un bloc. Et si vous n'êtes pas des leurs, ils ne vous admettent jamais. Mais alors, mon mari? Oh, le docteur Ferrins, c'est pas tout à fait la même chose. Il est médecin, le seul médecin du pays. Il leur faut bien un médecin. Et puis, il a la manière, votre mari. Il n'est pas fier pour un savant. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Mais moi, est-ce que vous pensez que... Je peux vous parler franchement? Oh, certainement, oui, monsieur. Eh bien, vous, Madame Ferrins, il faudra un peu vous méfier. Me méfier? Mais de qui, de quoi? Eh bien, de ce qu'on raconte. Et pour raconter, il y en a qui ne s'en privent pas. Tenez, nous sommes là à bavarder tous les deux dans la salle à manger du manoir de la Douairière, à nous entretenir d'une gouttière qui fuit et de cheminées qu'il faudra ramener. Je parierais que dès ce soir, on chuchotera... Oui, évidemment, il n'y a aucun mal à ce que la femme du docteur Ferrins reçoive l'intendant John Sanderson quand son mari n'est pas là. Car c'est sa manière, déclarer qu'il n'y a aucun mal pour faire entendre qu'il y en a. Mais c'est affreux, c'est abominable. Qui est capable d'une telle horreur? Qui? Mais votre mari n'est jamais allé à l'orphelinat? Non, non, le vieux docteur Brown s'en est réservé la clientèle. Eh bien, si le docteur Ferrins y avait été, il aurait peut-être compris. Il aurait pu vous mettre en garde. Oh, excusez-moi, mais je ne saisis pas, monsieur Sanderson. Hein? Quand on a des yeux qui savent voir, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir de ce qui se passe à l'orphelinat, allez. Oh, je ne dis pas que Sister Monica maltraite les enfants, non, non, non. Ils ont la nourriture, les soins, tout ce qu'il leur faut. Et la propreté, donc. Ah, ça, pour être propre, c'est propre. Ils ont tout, sauf l'essentiel. Un peu de tendresse, un peu d'affection, un peu de bonté. Bref, je dis ça très mal, je ne sais pas très bien parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Mais vous êtes le premier. Oui, oui, je sais. Je suis le seul à juger ainsi leur Sister Monica. Cela aussi, les gens d'ici ne me le pardonnent pas. Mais je la connais bien. Un caillou à la place du cœur, et dans la bouche une langue de vipère. Et comme elle s'arrange pour toujours tout connaître, tenez, moi j'ai mes raisons de savoir ce qui en est. Je l'entends comme si j'y étais, débité de sa voix mielleuse, on dirait huilée. Évidemment, rien ne prouve que John Sanderson ait été l'amant de Nancy Bilton. Nancy Bilton? Oui, oui, une gosse de 18 ans qui était bonne à l'orphelinat. Peut-être une pas grand-chose, j'en sais rien. On l'a retrouvée noyée dans le bief du moulin. Noyée? Noyée, oui. Il y a de ça 18 mois. On a raconté bien des choses alors. Mais pour moi, Nancy s'est jetée à l'eau parce qu'elle n'en pouvait plus d'être maltraitée, comme la Sister Monica traite ses gamines qu'on lui confie. Les gosses, elle les conduit à la baguette. Elle a raté sa carrière. Elle aurait dû être sergent dans l'armée. Mais avec les petites bonnes, c'est pire encore. Ah ben vous comprenez, sa farouche vertu s'irrite parce que ces filles-là ont fauté. Fauté. Est-ce qu'elle sait de la vie, Sister Monica? Est-ce qu'elle peut savoir comment ça arrive, ces choses-là? Enfin, à ce qu'elle prétend. Mais je vous assure qu'elle leur en fait voir aux gamines. Alors on a beau peut-être n'avoir pas eu beaucoup de sagesse, il y a un moment où les humiliations vous mettent à bout et on se jette à l'eau. C'est ce qu'a fait Nancy Bilton. Et la faute à qui? Oh, mais vous détestez Sister Monica, monsieur Sanderson. Oh, mais je ne m'en cache pas. Mais comme elle me déteste tout autant, nous sommes quittes. Hein. Elle sait bien que j'ai percé à jour son hypocrisie. Oh, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un geste déplacé. Des gestes, d'ailleurs, elle n'en fait pas. Toujours les bras enfouis dans son éternel cap. C'est comme son visage. Tout est toujours immobile. Mais moi, je sais. Un monstre d'autorité, voilà ce qu'elle est. Et son plaisir, la seule chose qui la réjouit, c'est de faire du mal. Une refoulée, voilà tout. En effet. Et notez qu'on ne sait même pas très bien qui elle est, d'où elle sort. Elle est Sister Monica, ça leur suffit aux gens d'ici.
Lady Reading a tout de même dû prendre des renseignements sur elle avant de l'engager comme directrice. Lady Reading. Ah, celle-là. C'est comme son mari, Sir Reading. Non, mais je ne veux rien dire sur eux. Ils me font vivre. Vous saurez d'ailleurs bien vous-même ce qu'ils valent l'un et l'autre. Et Sister Monica, je vous souhaite de ne pas apprendre trop vite ce dont elle est capable. Sister Monica, la merveilleuse. Le docteur Raymond Ferrens. Moi-même. Chef inspecteur MacDonald de Scotland Yard. J'attendais votre venue, inspecteur. Entrez. Merci. Asseyez-vous. Merci. Je puis fumer? Si vous n'avez pas les bronches trop délicates, je n'y vois pas d'inconvénient. Merci. Ce n'est pas que j'aime beaucoup le tabac, mais fumer m'empêche de m'énerver quand j'ai à mener un interrogatoire délicat. D'où je conclus que l'interrogatoire auquel vous allez me soumettre sera délicat. Tout est délicat dans cette affaire, docteur. Et à parler franc, j'aime mieux mener une enquête parmi les pires gars du pire milieu que d'avoir affaire à des gens comme ceux de ce village. Quelle tête de mule. Je crois en effet qu'il sera difficile de tirer quelque chose d'eux. Vous êtes ici dans le Devonshire. Les gens n'y aiment pas que des étrangers. Et pour eux, vous êtes un étranger. Des étrangers se mêlent de leurs affaires, même s'il s'agit d'un crime. Et nous, docteur, nous n'aimons pas beaucoup qu'un crime reste impuni, même s'il est commis dans un trou perdu de campagne, tout au fond du Devonshire. Eh bien, inspecteur, posez-moi vos questions. Je suis à vous. Vous connaissiez bien la victime, docteur? Oh, comme un médecin de village, j'en connais tous les habitants. Car vous connaissez tous les gens d'ici. Sans doute, oui. Je ne suis ici que depuis à peine 1 an, mais qu'il le veuille ou non et que ça m'intéresse ou non, un médecin apprend forcément ce qu'est chacun. Ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ce qu'il dit des autres et ce qu'on raconte de lui. Vous allez donc pouvoir me confier en quels termes la victime était avec les habitants? Oh, ça, inspecteur, vous le savez déjà. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir, il y a 6 jours que vous êtes arrivé. Dites toujours. Tout le monde dans le village était d'accord sur son compte. Vraiment tout le monde? Tout le monde, sauf toutefois une personne. Laquelle? L'intendant John Sanderson. Vous permettez? Je note. L'intendant John Sanderson. Ainsi pour lui... Pour lui, non. Sister Monica n'était pas la femme merveilleuse, la sainte que tout le village voyait en elle. Non, il la détestait. Connaissez-vous des raisons à cette animosité? J'ignore s'il en est de réel. Étiez-vous là, docteur, quand on a retiré le cadavre de Sister Monica hors du bief du moulin? Non. Non, je n'ai même pas eu à examiner le corps, c'est le docteur Brown qu'on a appelé. Pourquoi? Je croyais savoir que le docteur Brown n'exerçait plus depuis votre arrivée. Mais il était resté le médecin de l'orphelinat, dont Sister Monica était la directrice. Le docteur Brown est-il un bon médecin? Ne me demandez pas de juger un confrère. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était fidèle à des méthodes qui ne sont plus guère employées. Et la Sister Monica était une bonne directrice? À en croire ce qu'en disent les gens, une directrice modèle, oui. À en croire Sanderson, une directrice autoritaire et méchante. Quelle est votre opinion à vous, docteur? Je ne suis jamais entré à l'orphelinat. Vous avez tout de même une idée. Je préfère m'en tenir aux faits. Soit. À propos de faits, vous avez bien entendu parler de la mort d'une certaine Nancy Bilton. J'en ai entendu parler, en effet. Mais ce décès a eu lieu avant mon arrivée ici. Je ne sais rien de cette affaire par moi-même. Établissez-vous un lien entre la mort de Nancy Bilton et celle de Sister Monica? Oh, je n'en sais rien encore. Mais je suis forcé de remarquer cette coïncidence. Du même endroit de la rivière, du bief du moulin, on retire 2 noyés. L'une est une domestique de l'orphelinat, l'autre est la directrice du même orphelinat. Oui, en effet, mais dans le premier cas, l'enquête a conclu à un suicide.
Les sentiments profondément religieux de Sister Monica éloignent évidemment cette hypothèse dans le second cas. Du reste, on a pu constater qu'elle avait été assommée, probablement d'un coup de canne ou d'un objet identique, avant d'être poussée à l'eau. Le crime est certain. Avez-vous quelque indice? Je voudrais bien en avoir un, docteur. Si je pouvais deviner pour quelle raison on a tué une vieille fille, directrice d'un petit orphelinat de province qui ne possédait pas un sou, je pourrais peut-être espérer connaître un jour qui l'a tuée. C'est bien, inspecteur, ce que nous demandons tous ici. Pourquoi a-t-on assassiné une fille si merveilleuse? Vous prendrez bien une tasse de thé, inspecteur? Je vous remercie, Lady Reading. Oh, inspecteur, vous pourriez aussi bien m'interroger, puisque c'est votre métier, tout en prenant une tasse de thé. Ce serait tellement plus gentil. Merci, mais je n'aime pas le thé. Qu'entends-je? Vous n'aimez pas le thé? Non, je n'aime pas le thé. Alors vous n'êtes pas anglais? Je vous assure que je Non, suis non. anglais, mais Si vous n'aimez pas le thé, vous n'êtes pas anglais. Vous ne m'en ferez pas démordre. si vous le voulez bien, nous en viendrons à l'objet précis de ma visite. Mon enquête sur la mort de Sister Monica. Oh, une sainte, inspecteur, une sainte. Mais il m'eût tout de même été plus agréable d'en parler si vous aviez pris une tasse de thé. Oui, moi je ne saurais me passer de mon thé. Et pourtant j'ai du diabète. Peu. Mais cependant un peu. Oui, très peu. Pouvez-vous me dire, Lady Reading, qui était Sister Monica? Oh, je vous répondrai volontiers, inspecteur. J'ai le respect de la justice. Mais je vous prie instamment de vous souvenir que je la pleure comme la plus merveilleuse des femmes que j'ai jamais connues. Je sais, elle jouissait ici d'une réputation assez extraordinaire. 30 ans de dévouement, inspecteur. 30 ans de service dans cet orphelinat sans un jour de vacances, une heure de repos. Ah, nous lui devons beaucoup. Les orphelins aussi, sans doute. Oui, mais ils étaient trop petits pour s'en apercevoir. Oh, et quelle âme pure, inspecteur. Quel caractère d'élite. Un petit gâteau sec, ça ne peut pas vous faire de mal. Je vous remercie. Saviez-vous que Sister Monica avait été mariée? Mariée? Sister Monica? Impossible, inspecteur, tout à fait impossible. Mariée, peut-être pas aux yeux de la loi, mais comprenez-moi, Lady Reading, les résultats de l'autopsie sont formels. Je ne le suis pas moi. En tant que présidente à vie du conseil d'administration de l'orphelinat, j'affirme solennellement qu'il n'y a jamais eu d'homme dans la vie de Sister Monica. Sans cela, elle n'eût pas été Sister Monica. Non, reprenez donc un petit gâteau. Ma cuisinière est réussie assez bien. Je vous remercie. Sur quoi fondez-vous votre affirmation quant au célibat de Sister Monica? Sur quoi? Sur quoi? Mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais je suis certaine. Je dis certaine. Pardon. Quel âge avait Sister Monica quand elle est arrivée ici? Quel âge? Oh, quelle drôle de question. Mais Sister Monica a toujours eu le même âge. Oui, toujours le même âge. Elle en avait adopté un une fois pour toutes. Oh, c'est tellement plus commode. Vous m'avez dit qu'il y avait 30 ans qu'elle dirigeait l'orphelinat. Oh, il y avait un zèle, une compétence, une autorité. Oh, j'apprécie l'autorité. Elle a maintenant 60 ans. Elle avait par conséquent environ 30 ans quand elle est venue. C'est possible. Oui, c'est un détail auquel je n'avais jamais attaché mon esprit. Elle a donc pu avoir auparavant une vie dont vous ne savez rien. C'est pourtant vrai. Jamais elle ne parlait de son passé. Et nous avons eu besoin d'une directrice pour l'orphelinat. Elle s'est présentée, elle nous a paru convenable, nous l'avons engagée, c'est tout. Je puis cependant vous confier un détail. J'écoute. Elle n'avait pas de famille, non, aucune famille. Oh, mais j'y pense, faute de thé, vous prendriez peut-être un peu de Porto? Je vous remercie. Oh, c'est du très bon Porto. Mon mari le garde pour lui. Je m'en voudrais d'en priver, sœur Lady. Non, je vous en prie. Ainsi, aucune famille. Vous pensez bien que je l'aurais su. Si elle avait eu des parents, elle aurait dû, en 30 ans, s'absenter 1 ou 2 fois pour les enterrements. Elle n'a jamais pris un jour de congé. Pas un seul jour. Vous n'ignoriez pas qu'elle se nommait Torrington. Torrington. Ah oui, je l'avais oublié. Oui, c'est bien ainsi qu'elle signait le reçu pour l'argent que je lui remettais chaque mois. L'argent? Oui, les dépenses de l'orphelinat et ses appointements.
Ces appointements se montaient à combien? Très exactement, 1 livre par mois, oui, 12 livres par an. Rien de plus? Absolument rien de plus. Ni étrenne, ni gratification d'aucune sorte. 1 livre par mois. C'est peu. J'en conviens aisément. Bien souvent, ces dames du comité ont voulu l'augmenter. Sister Monica avait un tel cœur qu'elle a toujours refusé. Vraiment? Refusé? Oui, refusé, malgré nos instances, disant qu'elle ne voulait rien prendre sur des sommes que la charité destinait à l'entretien de nos malheureux orphelins. Elle n'avait aucune ressource personnelle? Non, aucune. Non. Elle n'avait pour vivre, étant logée et nourrie, que ce salaire, 1 livre par mois. C'est étrange. Comment? Étrange? Oui, étrange. 1 livre par mois, c'est un salaire modique avec lequel elle devait s'habiller, procéder aux menus achats qu'implique toute existence, si modeste soit-elle. Or, gagnant 1 livre par mois, Miss Torrington trouvait le moyen d'envoyer chaque mois par lettre recommandée 2 livres à la Société de construction du Sud-Ouest, une très honorable et solide société anonyme où elle se constituait ainsi un capital. Ma foi, depuis le temps qu'elle se livre à cette opération, le magot est assez joli. Oh, impossible, inspecteur, je ne vous crois pas. Je regrette, les faits sont là, Lady Reading. Dans la boîte aux lettres de l'orphelinat, j'ai trouvé une lettre de la Société de construction du Sud-Ouest, accusant réception du dernier envoi de Miss Torrington. Oui. J'ai fait faire une enquête au siège de la société. J'ai ainsi appris que Miss Torrington y disposait Oh, ne me dites pas de chiffres. Je ne pourrais supporter cette révélation. Oh, c'en est trop pour moi en une seule journée. Vous êtes anglais et vous n'aimez pas le thé. Sister Monica a connu un homme, et quelle honte, peut-être en dehors du mariage. Et elle aurait détourné des fonds de l'orphelinat, volé l'argent que les âmes compatissantes nous versent pour que puissent être élevés convenablement de petits orphelins. Oh, les pauvres enfants, si petits et déjà victimes. Et nous, inspecteur, nous, les membres du conseil d'administration, elle nous volait donc aussi. Et de plus, elle se moquait de nous. Elle nous dupait, voilà le mot, elle nous dupait. Oh, c'est un scandale, un épouvantable scandale. Calmez-vous, Lady Reading, et tranquillisez-vous. Un expert, sur ma demande, a vérifié la comptabilité de l'orphelinat. Tout est en ordre. Dans un ordre méticuleux, même. Rien n'a été soustrait dans la caisse. Oh, merveilleuse, Sister Monica. Pas un penny, elle n'a pas pris un penny. Je vous le disais bien, inspecteur, une sainte. Un petit gâteau. Vous voyez, j'en prends un. Sister Monica n'a pas pris un penny. Ce n'est pas pour simplifier le problème. Cet argent qu'elle envoyait régulièrement à la Société de construction du Sud-Ouest, elle ne le fabriquait pas. Il fallait bien qu'il lui vînt de quelque part, de quelqu'un. De quelque part, de quelqu'un. Mais vous avez raison. C'est même drôle d'avoir raison à ce point. Oui, il fallait que cet argent lui vînt de quelqu'un. De quelqu'un, Lady Reading. De quelqu'un qui pourrait bien être son assassin. Un peu de whisky, inspecteur? Volontiers, Madame Ferrins. Avec de l'eau? Non, pas d'eau, ma chérie. Tu peux bien accorder à l'inspecteur MacDonald un plein verre de whisky pur. Il t'a fait gagner ton pari. Quel pari? Comme tu l'avais parié, Lady Reading porte une perruque. Ah! Et même, mais ce détail t'avait échappé, un dentier. Perruque et dentier. Je suis enchanté, Madame Ferrins, que vous ayez gagné votre pari sur ces artifices d'une beauté qui, en effet, en a besoin. mais je ne vois pas en quoi je mérite pour cela un verre de votre whisky, qui, soit dit entre nous, est d'ailleurs excellent. Merci. Votre visite, inspecteur, a fortement ému Lady Reading. Les révélations que vous lui avez faites l'ont stupéfaite. Elle a dû s'aliter. Et son mari m'a fait appeler et j'ai ainsi pu constater... Rien de grave, j'espère. Non, absolument rien, un petit choc nerveux. C'est que vous avez sérieusement ébranlé le piédestal sur lequel Sister Monica était installée. Trop bien ébranlé, je commence à le craindre. Que voulez-vous dire, inspecteur? Voici, docteur. Vous n'êtes point d'ailleurs sans avoir sans doute recueilli quelques échos concernant la situation nouvelle. En arrivant ici, je n'avais aucun suspect. Maintenant, j'en ai trop. Tiens. Oh, comme c'est drôle. Mais non, madame, pas drôle du tout. Pour tenter de savoir d'où Miss Torrington
Sister Monica, si vous préférez, pouvait avoir de l'argent en dehors de son salaire d'1 livre par mois, j'ai dû remonter un peu dans le temps. Et j'ai ainsi appris que pendant la guerre, Sister Monica avait fait dans le village des quêtes pour des œuvres diverses. Croix-Rouge, secours aux sinistrés des villes bombardées, etc. Évidemment, pour ces collectes, il n'existe pas de comptabilité. Il a donc été facile à la merveilleuse Sister Monica de puiser dans l'argent ainsi réuni. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle l'a ensuite envoyé par petites sommes à la Société de construction du Sud-Ouest. Oh, c'était très malin. Il lui aurait été très facile en effet d'agir ainsi, mais elle ne l'a pas fait. Les fonds sont bien parvenus aux œuvres auxquelles ils étaient destinés et correspondent, tout au moins en gros, à ce qu'on pouvait collecter dans une localité de l'importance de celle-ci. Alors, j'ai bien été obligé de demander aux gens pour quelles œuvres Sister Monica avait quêté, ce qu'à peu près il lui avait donné. Et la pensée qu'elle avait pu en mettre dans sa poche les a si bien révoltés que pour eux, Sister Monica n'est plus du tout la merveilleuse, mais là, plus du tout. Comme ils sont furieux d'avoir risqué d'être bernés, ils se vengent. Et muets jusqu'à présent, formant bloc contre moi, ils bavardent. Ils bavardent, et j'en apprends. Le braconnier qui pêchait la grenade, c'est elle qui l'a dénoncé. Le mari qui trompait sa femme, c'est elle qui l'a raconté. Le fermier qui dissimulait à Sir Reading des sacs de blé sur chaque récolte, c'est elle qui l'a fait savoir au châtelain. Bien des gens pouvaient avoir des motifs de se venger d'elle. Monsieur Sanderson avait donc raison. John Sanderson, madame, a peut-être tort d'avoir eu tant raison. Le soupçonnez-vous? Pour ce qui est de Miss Monica, Sanderson me paraît avoir un alibi. Mais il a été mêlé de près, de plus près peut-être qu'il ne veut le dire, à l'affaire Nancy Bilton. Ce n'est pas vrai. Comment le savez-vous, docteur? Je vous affirme, ce n'est pas vrai. Je ne peux rien vous dire de plus. Pardon, docteur. Quand je vous ai parlé une première fois de Nancy Bilton, vous m'avez déclaré ne rien savoir de la mort de cette fille survenue avant votre arrivée. Et maintenant... Maintenant, je veux vous éviter de commettre une erreur en soupçonnant Sanderson d'y être mêlé de loin ou de près. Vous avez donc appris quelque chose? Oui. Ne me demandez pas quoi. Je vous le demande au contraire, vous devez parler. Et moi, je refuse de vous répondre. Raymond, mon chéri, je t'en prie. Ah, mon amour, ne t'occupe pas de ça. Mais si John Sanderson n'est pour rien dans cette affaire... Il n'y est pour rien. Je ne puis vous croire que si vous me dites comment vous le savez. Un médecin est tenu par le secret professionnel. Même s'il s'agit de sauver un homme? Comment vos soupçons sur Sanderson sont-ils donc... Assez précis, oui, docteur. Il n'est personne ici qui n'affirme qu'il était l'amant de Nancy. Il s'en défend, mais mal. Et je comprends qu'il ne soit pas très tentant de reconnaître avoir aimé une fille comme Nancy, surtout quand elle a été assassinée. Vous savez donc qu'elle ne s'est pas jetée à l'eau. Mais vous aussi, docteur, vous savez qu'on l'y a jetée. Ce n'est pas Sanderson. Alors qui est-ce? Parlez. Raymond, je t'en supplie. Anne, je t'en supplie également. Mais dis au moins ce que tu peux dire. Nancy Bilton avait un amant. Dans le village? Oui. Ce n'était pas John Sanderson? Non. Elle rencontrait cet amant près du bief du moulin. C'est un endroit désert, couvert, très propice à ce genre de rencontre. Cet amant l'avait décidé à fuir avec lui. Elle n'avait donc pas de raison de se suicider. Pas de raison. Pas de raison. Continuez, docteur. Une dernière fois avant le jour fixé pour leur départ secret, ils s'étaient donné rendez-vous à leur lieu habituel. Lui s'est trouvé retardé. Quand il est venu, un peu avant d'arriver, il a vu 2 ombres sortir du couvert. Il s'est caché rapidement. Les 2 ombres se sont séparées, sont parties chacune de leur côté. Il n'a pas trouvé ensuite Nancy. Il a pensé qu'effrayée elle aussi par la présence des 2 ombres, elle était rentrée à l'orphelinat sans l'attendre. Et le lendemain, on retirait de l'eau son cadavre. Pourquoi son amant, alors, n'a-t-il pas parlé? Il a eu peur. Peur de quoi? L'une des ombres était un homme, que dans la nuit il n'a pas reconnu. L'autre était une femme. C'était Sister Monica. Sister Monica, la nuit, avec un homme? Le nom de cet amant? Non, inspecteur. Non, j'ai déjà trop parlé. Trop et pas assez. Vous n'aurez de moi rien de plus. Je vous serai donc obligé, docteur, de ne pas quitter le village sans mon autorisation. Parfait. Inspecteur, vous n'allez tout de Ce même n'est que pas... le métier, madame. Il a ses exigences qui ne coïncident pas toujours avec les sympathies.
Vous vous nommez Anna Barrow. Oui, monsieur le commissaire. Inspecteur, chef inspecteur, simplement. Oh, pour une pauvre vieille comme me voilà, dans la police, vous êtes tous des commissaires. Vieille? Vous n'avez que 62 ans. Ah, mais c'est un âge quand on a travaillé toute sa vie. Dans cet orphelinat, vous étiez nurse. C'est Sister Monica qui voulait qu'on m'appelle comme ça. Comme elle se faisait nommer Sister. Ah, mais elle, c'était un ange du bon Dieu. Vraiment? Ah, une sainte, une vraie sainte. Bon. Que faisiez-vous exactement dans cette maison? Je m'occupais des gosses, les faire manger, les laver, les coucher, les habiller, enfin tout, quoi. Comprenez? Et puis, lundi, je conduisais le docteur Brown. Comment vous conduisiez le docteur Brown? Oui, le lundi, c'était le jour où le docteur Brown venait faire passer la visite aux orphelins. Et il n'est plus tout jeune, le docteur Brown. Il avait peur des parquets de Sister Monica. C'était sa manière, Sister Monica. Les parquets, les escaliers cirés à glace. On aurait pu s'y voir tant ils étaient luisants. Vous aidiez donc le docteur Brown à circuler sur ces parquets casse-cou? Oui, parce que moi, j'étais toujours en pantoufles. Et puis après, j'assistais à l'auscultation. Pour noter les prescriptions du médecin? Oh, je pouvais pas faire ça. Je sais pas écrire et je sais pas lire non plus. C'était Sister Monica qui marquait tout ça dans le registre. Après, je reconduisais le docteur Brown jusqu'au portail. Mais je le reconduirai plus. Les orphelins sont partis. On les a expédiés dans d'autres maisons. Et moi aussi, on va m'envoyer ailleurs. J'aimais bien les lundis ici. Pourquoi? C'était un peu comme un dimanche. Un jour pas comme les autres. Ça compte quand on sort jamais. Vous n'êtes jamais sorti de l'orphelinat? Jamais. C'était défendu. Sister Monica voulait pas. Elle interdisait également toute sortie aux petites bonnes. Ah, bien sûr, mais elle demandait pas de permission pour filer, hein, à cet âge-là. Et Sister Monica, sortait-elle souvent? Oh, ce qu'il fallait pour aller chez les fournisseurs. Et puis, la nuit aussi. La nuit? Où allait-elle la nuit? Ah, est-ce que je sais, moi? Elle disait qu'elle allait méditer. Mais c'était une femme qui travaillait de la tête, hein. Elle était très sévère, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il fallait marcher droit. Surtout toi, Anna Barrow. C'était un ange, je vous dis. Ne répète pas ta leçon trop bien apprise. Tu as l'air d'un lapin devant une fouine. La fouine est morte, tu peux parler. Elle était dure avec toi, très dure. C'est-à-dire que... Elle était dure, elle t'humiliait. Car quand elle t'a engagé, elle a su d'où tu sortais. Non, pas ça, monsieur le commissaire. C'est passé, c'est du passé. Elle a su que tu sortais de prison et que tu y avais été 10 ans pour avoir tué ta patronne, la vieille dame chez laquelle tu étais domestique. Elle m'en faisait trop voir, celle-là, avec la laisse du chien qu'elle me battait. La laisse du chien. Alors un jour, la colère... Le tribunal t'a en effet accordé des circonstances atténuantes. À la maison, quand il avait bu. Et c'était tous les jours. Mon père me battait. Et puis après, ça a été cette patronne avec la laisse du chien. Et ici, Sister Monica. Oh, des gifles. Des gifles seulement. Mais je ne peux plus. Je ne veux plus être abattue. Je suis tout de même une créature du bon Dieu. Je ne suis tout de même pas un chien. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Tu n'as jamais cherché à répondre quand Sister Monica te frappait? Lui répondre. Elle était grande, vous savez, et forte. Et moi, je suis petite, toute petite. Comme si j'avais été faite exprès pour être battue. Et puis tout de même, Sister Monica, c'était pas une femme comme les autres. Je peux pas bien vous dire, mais pas comme les autres. Alors, j'aurais pas osé. Mais qu'elle soit morte, ça te fait plaisir? Ah, dans un sens, plutôt, oui. C'est pas tant pour les gifles. C'est pour tous les mots, les vilains mots qu'elle m'envoyait. Que j'étais une... Oh non, je peux pas répéter. C'est trop laid. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tout ce qu'elle disait de moi. Je suis honnête, moi. Je suis honnête. Anna, il faut me dire tout ce que tu sais. Vous allez pas me battre. Mais non, Anna, non. Ni m'envoyer en prison. Je veux pas. Non, Anna, pas. Allez, raconte. Ça te soulage. Et Anna. Ah, sapristi. Inspecteur. C'est moi. Bonjour, Madame Ferrance. Votre mari n'est pas là? Ah non, il est allé voir un malade. Je peux tout de même entrer? Si vous y tenez. Vous ne me ferez pas un peu de whisky? Il est excellent, votre whisky. Il ne m'en reste qu'un peu. Pour les amis.
Je ne suis pas votre ennemi. Vous soupçonnez pourtant Raymond? Moi? Oh, mais non. Garder un témoin sous la main, c'est une simple habitude. Même pas une précaution. Précaution qui manque d'agrément, je vous assure, pour qui en est l'objet. Il n'y en a plus pour longtemps, je crois. Ah bon, vous avez du nouveau? Peut-être. Bah dites vite. Je pourrais, chère Madame Ferraz, vous opposer le secret professionnel comme le fait votre mari. Oh, mais c'est pas la même chose. Nous devons aussi savoir garder le silence. Je ne dirai rien. Je ne vous en demande pas tant. Whisky? Je l'accepte. Pour l'amitié. Voilà. Alors? Ces nouvelles? Sanderson est venu vous voir ce matin. Oui, mais Raymond était là. Oh, ne me prêtez pas de mauvaises pensées. Sanderson ne vous a parlé de rien? Rien qui concerne votre affaire, hein. Il venait nous prévenir que l'état des cheminées ne nous permettrait sans doute pas de passer l'hiver dans cette demeure historique. Aucune importance. Ah, oui, pour vous, mais pour nous... Aucune importance. Vous irez habiter dans la maison du docteur Brown. Il s'en va. Ah, le docteur Brown quitte le village? À l'heure qu'il est, il emballe sa collection d'algues marines. Il s'en va chez une parente, une veuve. En mettant leurs ressources en commun, ils vivront mieux l'un et l'autre. Sanderson ne m'en a rien dit. Peut-être l'ignorait-il encore. Mais il eût pu vous entretenir de quelque chose de beaucoup plus important. Ah, quoi? Je vais vous le dire. J'ai interrogé hier la nurse Anna. Oh, une pauvre vieille. Une pauvre vieille, en effet, qui autrefois a tué sa patronne. Taisez-vous. Mais c'est une de nos manies de consulter les archives. J'ai peut-être eu tort de la bousculer un peu, elle s'est évanouie. Oh, vous êtes une brute! Si vous voulez. Mais sachez bien que je ne l'ai pas touchée. Dès que mon mari sera rentré, je l'expédie la voir. Inutile, elle n'a rien. Et la cuisinière la soigne. Mais elle a eu peur. Et elle a confié à la cuisinière que Sister Monica lui avait, il y a déjà longtemps, remis 2 lettres en lui recommandant sous menace de les donner à personne. À personne. La cuisinière n'a rien eu de plus pressé que de m'avertir, mais sans doute en a-t-elle déjà parlé partout. Mais 2 lettres de qui? Je le saurai demain quand j'irai voir à nouveau Anna Barrow complètement rétablie. Mais il y a quelque chose qui me fait pressentir qu'avec ces lettres, j'aurai et le nom de l'assassin et la raison pour laquelle on a tué cette fille merveilleuse. Votre flair de policier, sans doute. Ou un petit raisonnement plutôt. Miss Torrington ne voulait pas qu'on puisse trouver ces lettres en sa possession. Elles étaient donc compromettantes pour quelqu'un ou pour elle. Elle a pensé, c'était bien jugé, qu'on n'irait jamais les chercher chez Anna. Et comme Anna ne sait pas lire, elle était tranquille. La nurse ne connaîtrait pas son secret. Et par la suite, ne pourrait pas le trahir. Pas mal imaginé, en effet. Mais pourquoi n'avoir pas simplement détruit les lettres? Vous êtes une enfant, chère madame. Sister Monica avait besoin de ces lettres. Dans quel but? Demain, je pense qu'il n'y aura plus de mystère. Alors, pourquoi n'allez-vous pas voir tout de suite Anna Barrow et prendre les lettres? Votre whisky est vraiment remarquable. Parce qu'auparavant, j'ai une nouvelle visite à faire. Une visite à un ami qui m'a rendu souvent et va encore me rendre de grands services. Et peut-on savoir qui? L'état civil, madame. Oh, les mains! Eh bien, ce n'était pas la peine de vous enfuir. Vous voilà bien avancé. Maudit parquet. Trop bien ciré. Oui, ils sont terriblement glissants, les parquets de Sister Monica. Et puis cette petite marche traîtresse que vous n'avez pas vue dans l'obscurité. Vous avez fait une satanée chute. Je suis fichu. Allons. Vous n'avez peut-être pas grand-chose. Un médecin ne peut pas s'y tromper. Fracture du col du fémur. C'est classique. Je vais appeler, on va vous transporter. Non, attendez. Je vais me faire une piqûre. Pour moins souffrir. La seringue.
Voilà qui est fait. Quoi? Comme ça? Oh, vous savez où j'en suis? La sepsie. Et votre seringue était toute prête? Vous me feriez rire si je le pouvais. Il fallait bien, voyons, qu'elle fût toute prête. Vous souffrez moins? Dans 1 heure, je ne souffrirai plus du tout. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Alors, nous avons le temps de causer tous les deux. Vous n'avez plus rien à perdre. Et nous sommes tranquilles à cette heure-ci dans l'orphelinat désert. Oh, je n'aurais pas échappé à Monica. Même morte, elle m'a eu avec son parquet ciré, qu'elle soit donc damnée. Comme vous la détestiez. Oh oui. C'est vous qui l'avez assommée, hein? Oui. Et vous l'avez ensuite poussée dans le bief du moulin. Oui. Comme vous y aviez poussé Nancy Bolton. Ah non. Non. Nancy, c'est Monica qui l'a poussée. La gamine nous avait surpris, il fallait pas qu'on sache. Que Sister Monica et vous vous rencontriez la nuit. Oui, il fallait pas qu'on sache. Que Sister Monica était votre maîtresse. Non. Autrefois, oui. Oui, du temps où vous étiez marié. Oui. Avec une femme démente qui vous gênait beaucoup. Une folle. Sister Monica vous a aidé à la faire mourir discrètement. C'est elle qui a eu l'idée. Mais c'est vous qui l'avez réalisée. Oui. Et depuis, Sister Monica vous faisait chanter. L'argent. Vous voulez mon argent. Vous lui donniez 2 livres par mois, n'est-ce pas? Oui, et toujours. Toujours, elle en voulait davantage. Ça a duré longtemps, ce chantage? Oh, longtemps. Très longtemps, sans fin. Ça aurait pu durer. Pourquoi l'avoir tuée? Partir, je voulais partir. Et elle ne voulait pas, vous lui échappiez. Elle voulait que je l'épouse. Pour avoir ma fortune après ma mort. Comme vous ne consentiez pas à ce mariage, elle menaçait de tout révéler. Oui. Et vous l'avez jetée à l'eau pour avoir la paix. Oui. La paix. La paix, ce n'est pas si facile que cela à obtenir. Anna. Oui. La nurse Anna Barrow. Vous ne saviez pas que Sister Monica lui avait confié des lettres. Vous l'avez appris. Vous êtes venu cette nuit à l'orphelinat pour ravir les lettres à Anna avant qu'elle ne me les remette. Oui. Les lettres. Tu en as pour les avoir, la petite seringue, toute prête. Mais le parquet était ciré et il y avait cette petite marche et j'étais là. Oh. Oui, vous là. L'inspecteur MacDonald. Et imaginez-vous que je vous attendais, Dr. Brown. Il ne s'était pas trompé, en effet, le Dr. Brown. 1 heure après, il ne souffrait plus. Il était mort. Il avait une seringue toute prête dans sa trousse. Il avait tout perdu. C'était la seule chose qui lui restait à faire. Et qu'allez-vous faire maintenant, inspecteur? Bon, faire un rapport. C'est toujours comme ça que ça finit. Un rapport secret pour la justice. Aux gens d'ici, je raconterai que j'avais appelé le Dr. Brown au chevet d'Anna Barrow, qui n'était pas très bien et qu'accidentellement il a glissé et s'est tué. Et c'est presque vrai. Pas la peine de salir la réputation de ce brave vieux Dr. Brown. Et puis je rentrerai chez moi. Votre whisky est parfait, mais je n'ai plus rien à faire ici. Ah, pourtant si, il me reste une chose à faire. Laquelle? Vous demandez, Dr. Ferrins, l'autorisation d'envoyer de Londres un cadeau à votre femme. Comme je lui dois bien ça. Un cadeau à ma femme? Pour que je ne vois pas... Vous allez voir. Sister Monica, la merveilleuse Sister Monica, envoyait chaque mois ponctuellement à une société de capitalisation 2 livres d'origine mystérieuse. Ni vol, ni détournement. Une source possible, probable même, le chantage. Bon, vous me suivez? Oui. Qui fait-on chanter? Quelqu'un dont on sait qu'il a fait quelque chose de pas très propre. Bon. Sister Monica pouvait faire chanter quelqu'un qu'elle aurait connu avant de venir ici ou quelqu'un qu'elle aurait connu ici. Petite enquête à la poste.
Sister Monica n'a jamais reçu une seule lettre. Et si quelqu'un était venu ici pour la rencontrer, les gens du village auraient vite dépisté l'étranger. Elle faisait donc chanter quelqu'un d'ici. C'est juste. Bon. Et quelqu'un d'ici qu'on peut faire chanter pendant des années, il n'y en a pas tellement. Le cercle se ferme. Avec ce quelqu'un, elle a des rendez-vous nocturnes. C'est vous, docteur, qui me l'avez appris. Oui, si vous voulez. Une femme, la mère de l'amoureux de Nancy, m'avait confié ça quand elle a cru mourir. Le garçon est soldat, il est loin. Je me moque maintenant de ce garçon. Oui, je m'en doute, sinon je n'aurais rien dit. Secret promis, docteur. Le cercle se restreint, je vous ai dit. Un petit tour à la mairie, un petit plongeon dans l'état civil. 1 an après l'arrivée de Monica Torrington, le docteur Brown perd sa femme, crise de démence. À cette époque-là, elle n'était sans doute pas mal, Sister Monica. Du moins, elle était jeune. Et l'état civil m'apprend qu'elle n'a jamais été mariée, alors que l'autopsie peut faire croire le contraire. Un médecin, une infirmière, une épouse démente. Un peu d'imagination. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas? Le docteur Brown, amant de Miss Monica. Mais moi, quel est mon rôle dans cette affaire? Mais j'y arrive, chère madame. Je n'ai que des présomptions, et assez vagues à l'écart du docteur Brown. Il me faut une certitude, une preuve. Je vous raconte alors, madame Ferrens, qu'Anna va me remettre des lettres. Et vous, que faites-vous? Oh, inspecteur, c'est tout à fait fortuitement. Tout à fait fortuitement, en effet, que vous rendant chez le docteur Brown pour arranger avec lui votre déménagement, que vous lui parlez de ces lettres. Comme exactement ce que j'attendais de vous. Ah, écoutez, inspecteur, vous... Est-il si grave de m'être servi d'un petit travers de votre charmante épouse qui est un peu bavarde? Oui, ça... Oh, comme presque toutes les femmes, madame. Si j'avais été trouvé, moi, le docteur Brown, pour lui parler de ces lettres, ma visite aurait pu le mettre en garde. Tout au contraire de ce que j'espérais. Il a voulu reprendre les lettres, je l'attendais. Vous n'avez donc pas été surpris de le voir dans le couloir de l'orphelinat? Si, tout de même un peu. Parce que je vais vous l'avouer, les lettres, je les ai imaginées. Ah, mais alors Anna n'a rien confié à la cuisinière ni à personne. J'ai inventé ces lettres. Mais, inspecteur, c'est un mensonge. Madame, quand on tend un piège, il faut y mettre un appât. Enfin, si le docteur Brown n'avait été pour rien dans l'affaire... J'avais fait avec moi-même un pari, docteur, j'ai gagné. Si j'avais perdu, je n'avais qu'à en faire un autre. En somme, un calcul de probabilité. C'est ça qu'on appelle la police scientifique, sans doute. Voilà. Et puis, je vous adressais une prière, madame. Je me méfie. C'est anodin. Quand vous verrez Lady Reading, dites-lui de ma part qu'on peut ne pas aimer le thé et être cependant un bon Anglais. Mais que si on n'aime pas le whisky, alors vraiment, on n'est pas Anglais. J'ai compris, inspecteur. Le coup de l'étrier, sans rancune. Sans rancune. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. On lit avec intérêt et même avec une certaine émotion le roman policier de Ray Follet intitulé « C'est dangereux » que publie Le Masque. C'est que ce roman traite d'un cas des plus pathétiques, celui d'un prisonnier qui, après 20 ans de réclusion, est rendu à la vie des êtres libres. En l'occurrence, il se nomme Lenny Hogan. Accusé d'assassinat quand il avait 16 ans sur la personne d'une jeune fille de 17 ans qui était sa camarade de jeu dans la petite ville de Coxbury, il a passé 20 ans dans un pénitencier. C'était un beau et charmant garçon quand il a été condamné. C'est un homme fatigué, apathique, résigné, qui revoit, si l'on peut dire, le jour. Mais pas plus qu'au moment de son arrestation, il ne semble décidé à donner le motif de son acte. Jamais il n'a nié le crime. D'ailleurs, il avait été vu par une personne du pays, Miss Quarles, qui a témoigné, bien qu'à regret, contre lui. Il a simplement refusé d'expliquer pourquoi il avait tué. Ce sont ses camarades d'enfance et de jeunesse qui ont uni leurs efforts pour obtenir sa libération et qui semblent décidés à lui faire oublier l'horreur de sa longue incarcération. Ce sont eux qui ont décidé qu'il devait revenir à Coxbury. Après tout, n'a-t-il pas expié?
Or, le jour de sa libération et pendant la nuit qu'il a passée à New York, Miss Quarles, revenue elle-même dans cette ville après un long séjour en Angleterre, est attirée dans Central Park où on la trouve étranglée le lendemain. Le jour de sa mort, elle avait engagé comme secrétaire pour un riche érudit de Cokesbury les services d'une belle jeune femme, Paula Savage. Paula devait partir avec elle le lendemain. Elle se rendra donc seule à Cokesbury, non sans avoir été l'objet d'une tentative de meurtre. Il semblerait, ayant eu un long entretien avec Miss Quarles, que le mystérieux assassin la soupçonne d'avoir été l'objet de confidences et qu'il essaie par tous les moyens de la supprimer elle aussi. Mais cela ne retient pas la courageuse Paula, qui d'ailleurs a grand besoin de gagner sa vie après une longue période de chômage. Il va sans dire qu'elle ne trouvera guère de repos dans ce qui semble être la plus paisible des petites villes. Le roman est bien mené et les épisodes dramatiques en renouvellent constamment l'intérêt. On découvre que si le prisonnier est libre désormais, des hommes libres peuvent être prisonniers de lourds secrets. C'est dangereux par Ray Foley et publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. L'histoire de cette société anonyme du crime, fondée aux États-Unis il y a pas mal d'années déjà, tel est le sujet du film réalisé par Burt Balaban et Stuart Rosenberg, sous ce titre curieux pour une œuvre cinématographique, Crime, Société Anonyme. C'est le fonctionnement d'un gang qui est démonté et étalé devant nous. Le chef, le caïd comme l'on dit, est un certain Lepke. Il passe de véritables contrats avec des tueurs professionnels afin d'éliminer les personnages qui le gênent et qui contrarient la marche du syndicat du crime. On voit tout ce qu'il y a d'affreux dans cette espèce de codification, de bureaucratisation du crime. Nous sommes loin, très loin du romantisme criminel de certains auteurs, les auteurs anglais par exemple. Le film est réalisé avec un grand réalisme. Le metteur en scène n'est pas lui non plus un sentimental. C'est cinématographiquement du travail de bon ouvrier, sans plus. On recherche toujours à nous allécher par le caractère véridique dans les événements. Mais le fait authentique est une chose, et le talent en est une autre. En revanche, le choix des acteurs est excellent. Stuart Whiteman est bien. David Stewart, bien aussi, ainsi que Peter Falk dans le rôle de Reels. Mais Britt apporte le seul sourire féminin de l'histoire, si l'on peut toutefois appeler sourire ce rictus amer qui lui est imposé par le monde de brutes qui l'entoure. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Manoir de la Douairière, film radiophonique de Jean Grimaud d'après un roman de Lorac, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Claude Michel, le docteur Ferrins, Martine Sarcey, Anne Ferrins, Germaine Kerjean, Lady Reading, Jean Bollot, John Sanderson, Jacques Hilling, l'inspecteur MacDonald, Marie-Jeanne Gardien, Hannah, Henri Virlogeux, le docteur Brown. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Robert Borel et Serge Cléril. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.